Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Bonsoir Rosella Postorino. Je suis ravie d'être avec vous ce soir pour parler de ce livre absolument magnifique. Et moi, je me contentais de t'aimer, qui est sorti dans une traduction de Romane Lafort. Je ne sais pas si on doit dire Lafort ou Laforêt à l'italienne. On lui demandera, dans une traduction donc, chez Albin Michel, c'est un livre qui a été sorti originellement chez Feltrinelli en 2023. Et je vais évidemment vous parler un petit peu du contenu de ce livre, mais avant, simplement rappeler en quelques mots, Rosella, que vous vivez et que vous travaillez à Rome actuellement. Vous êtes éditrice dans cette grande maison qui s'appelle Einaudi, qui est l'une des plus anciennes et des plus importantes maisons d'édition en Italie, que vous collaborez également à plusieurs journaux et magazines italiens et internationaux, dont La Repubblica, dont La Stampa, dont Corriere della Sera, et que vous êtes également traductrice de Marguerite Duras. Je crois que c'est l'une des autrices qui vous a donné envie d'écrire, puisque vous êtes vous-même écrivaine, évidemment. En France, on vous a connu avec La Goûteuse d'Hitler, qui est le premier de vos romans à avoir été traduit en français, chez Albin Michel également, en 2019, qui était une histoire inspirée d'une histoire vraie, d'un vrai personnage, qui a été donc goûteuse pour le Führer, qui en avait plusieurs goûteuses, puisqu'il avait l'angoisse, la crainte d'être empoisonné. Et donc ces femmes étaient chargées éventuellement de mourir à sa place, si nécessaire, en goûtant 3 fois par jour ces différents repas. Et c'est un livre, La Goûteuse d'Hitler, qui a connu un immense succès, qui a été traduit dans plus de 30 langues, qui a reçu de très nombreux prix, dont le prestigieux prix Campiello en Italie, qui est l'un des plus importants prix italiens, et en France le prix Jean Monnet, qui est décerné dans le cadre du Festival des littératures européennes. Et donc aujourd'hui on vous retrouve pour cet autre livre qui s'empare de l'histoire, et moi je me contentais de t'aimer, qui a été lui finaliste du prestigieux prix Strega et qui a remporté plusieurs autres prix littéraires. Et c'est un livre qui s'ouvre cette fois-ci avec le siège de Sarajevo. On est en 1992, et c'est un livre dans lequel vous nous faites suivre le destin de plusieurs personnages, mais en particulier de 3 enfants. 3 enfants qui s'appellent Nada, Omar et Danielo. Ils ont une dizaine d'années, donc ils sont de la même génération que vous, et ce sont des enfants qui vont être arrachés à la guerre, mais également aussi arrachés à leurs parents pour certains, par un bus de l'ONU qui va les emmener jusqu'à un avion, et ils vont partir pour l'Italie, pour être à la fois sauvés, mais aussi évidemment coupés et de leur pays et de leur famille en Italie, donc où ils seront pour certains adoptés dans des familles d'accueil. Donc c'est un grand roman sur l'amour, un grand roman sur l'amitié en temps de guerre, et un grand roman aussi sur les relations entre les enfants et les parents, je crois, et sur les ressources que chacun développe face au pire. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on parte de l'histoire avec un grand H, avec la grande H, comme disait Pérec, puisque l'histoire et la manière dont elle percute nos vies, juste dans ce qu'elles ont de plus intime, c'est déjà ce qui inspirait votre premier roman, je l'ai dit, La Goûteuse d'Hitler, le premier roman traduit en français, pardon, puisque c'est le 4e qui est paru en Italie. Et à nouveau, vous vous emparez d'une autre guerre, une guerre qui est d'ailleurs bien plus rarement traitée en littérature. Et je crois que c'est un article, au départ, qui vous a donné envie de vous pencher sur ce conflit-là. Qu'est-ce que contenaient ces articles, et qu'est-ce qui a fait que vous, qui n'êtes pas originaire des Balkans, vous vous êtes penché sur ce point aveugle, malgré tout, de la littérature? C'est un conflit dont on entend assez peu, qui est assez peu traité dans les livres aujourd'hui. Merci, bonsoir. Alors, je parlerai en français parce que on m'a obligé à le faire. Je ne sais pas pourquoi on m'oblige à parler en français, donc je m'excuse pour mes fautes. J'espère que vous accueillerez mes fautes de français. Voilà. Alors, en 2019, j'ai lu cet article qui parlait des enfants de Sarajevo, qui en 1992 avait été mené en Italie pour être sauvés de la guerre, pour être sauvés des bombes. Et la plupart de ces enfants venaient de l'orphelinat de Sarajevo depuis l'Ave, mais ils n'étaient pas vraiment tous des orphelins, c'est-à-dire que
la plupart avaient des parents qui étaient vivants et qui allaient leur rendre visite régulièrement, mais qui ne pouvaient pas s'occuper d'eux, donc ils les avaient laissés à l'orphelinat. Mais dans les chaos de la guerre, il n'a été pas possible d'avertir les parents, donc les enfants sont partis, ils sont restés en Italie pendant toute la période de la guerre, et aussi après la fin de la guerre. Et ils ont grandi en Italie, et moi j'ai connu des enfants qui sont devenus aujourd'hui des adultes qui ont retrouvé leur mère après 20-25 ans. Donc ils ont grandi sans rien savoir de leurs parents, sans savoir s'il était mort ou s'il était vivant. Et c'est ça qui m'a frappée. C'est-à-dire que... Voilà, et cette mission humanitaire, c'était une mission qui a fait du bien aux enfants parce que leur a sauvé la vie. Ils ont eu la possibilité de grandir sans guerre, sans bombe. Beaucoup d'eux ont trouvé des familles de placement. Et ils ont une vie, et certains d'entre eux sont allés travailler à l'étranger, donc oui, ils se sont sauvés. Mais ils ont tout perdu. Ils ont perdu leur terre, leur langue, leur maison, leur nid, leur culture et surtout l'amour de leurs parents. Et donc, on a essayé de leur faire du bien, mais peut-être on a fait aussi du mal à ces enfants involontairement. Et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire qu'il y a une contradiction, et c'est surtout la contradiction qui m'intéresse. Voilà, vous disiez que j'ai écrit des romans historiques, c'est vrai, mais ce n'est pas la grande histoire qui m'intéresse en réalité. C'est la condition humaine que je peux interroger en écrivant un roman. C'est-à-dire, dans Le Goûteuse Hitler, j'avais rencontré l'histoire d'une femme qui, en étant une victime, devenait complice. C'est-à-dire, elle avait été obligée par les SS à devenir une Goûteuse Hitler, à travailler pour le régime nazi. Elle disait, moi, je n'étais pas une nazie, mais elle avait collaboré avec le régime nazi. Et donc, en collaborant, elle était devenue coupable. Et donc, c'était cette contradiction qui m'intéressait parce que c'était, comment on peut dire, devenir coupable sans le choisir, sans décider de faire le mal. Et aussi, dans cette histoire, moi, j'ai vu une contradiction entre la possibilité de faire du bien et involontairement du mal, mais aussi j'ai vu quelque chose qui semblait une histoire extrême, très particulière, c'est-à-dire l'histoire de ce déracinement de ces petits réfugiés, mais que j'ai vu comme une histoire universelle. C'est-à-dire que la déchirure, c'est quelque chose qui appartient à tout le monde. C'est-à-dire que pour être né, pour naître, nous devons être séparés, déchirés du corps de notre mère. Donc la première expérience qu'on fait dans la vie, c'est la déchirure. Donc c'est une contradiction, c'est une contradiction aussi. Et donc voilà, c'est ça qui m'a frappée de cette histoire et ça qui m'a intéressée. Et c'est pourquoi j'ai commencé à étudier et aussi à chercher les enfants. Moi, j'ai cherché les enfants qui, je répète, ils sont des adultes, ils ont mon âge, plus ou moins, et j'ai eu la possibilité de parler avec aucun d'entre eux. Et voilà, ce que j'ai compris surtout, c'est que on pense toujours des enfants sous les bombes, ils veulent partir. Ils veulent être sauvés, mais il y avait des enfants qui ne voulaient pas partir. Et si on fait un effort d'empathie, si on essaye de s'identifier à eux, on comprend pourquoi. Moi, si quand j'étais une enfant, on m'avait dit « Est-ce que tu veux te sauver, mais te séparer de ta mère, ou tu veux rester ici sous les bombes avec ta mère ?» Moi, j'aurais choisi ma mère. Je suis sûre, parce que me séparer de ma mère aurait signifié pour moi mourir.
Et donc, j'aurais préféré de mourir avec ma mère sous les bombes. Et j'ai rencontré des enfants qui ont très mal toléré la séparation et le fait de ne pas savoir si leurs parents avaient été sauvés ou bien s'ils étaient morts pendant la guerre. Le fait que les personnages soient essentiellement des enfants, c'est évidemment pas anodin. On va les suivre donc de leur 10, 14 ans à peu près, ils sont dans cette tranche d'âge-là, jusqu'à leur vingtaine. Vous nous amenez jusque-là dans ce roman. Mais le fait que ce soit des enfants, vous disiez aussi ce paradoxe de ne pas avoir envie d'être arraché à son pays, à ses parents, à sa famille, ou à son orphelinat, puisque certains sont des orphelins à Sarajevo, mais malgré tout, c'est un arrachement évidemment pour eux aussi. Le fait que ce soit des enfants, ça vous permet aussi, je crois, d'équilibrer le ton de ce livre. Il y a des pages évidemment d'une extrême violence. C'est ce siège de Sarajevo qui a été terrible, qui a duré 4 ans. Vraiment des pages qui serrent le cœur. Et en même temps, il y a d'autres, des soupapes, des moments de grande lumière, des moments de joie aussi, où les enfants, malgré tout, ont cette insouciance qui persiste dans les jeux. Il y a des scènes très très belles au lac, par exemple, ou des scènes de cueillette de cerises. Voilà, quelques-unes des scènes qu'on trouve dans ce livre et qui sont extrêmement lumineuses. Qu'est-ce que cet âge représente pour vous, au-delà du fait que que les personnes que vous avez rencontrées avaient cet âge-là au moment des fêtes? Est-ce que cet âge vous importait aussi de le représenter dans ce livre? Oui, moi je suis très intéressée aux enfants dont la vie a été brisée par les adultes. Je suis très intéressée aux enfants. J'ai déjà écrit mon 3e roman, était un roman sur les enfants qui vivent en prison avec leur mère, dans la prison de Rebibbia à Rome, où j'habite, parce que je fais du volontariat avec eux. Et moi, je suis très intéressée aux enfants qui se trouvent dans une condition terrible, atroce, qui a été décidée par les adultes. Voilà. Et comment peut-on grandir quand on a vécu un trauma? Et ça m'intéresse. Ça m'intéressait aussi parce que la guerre, l'histoire, vue du point de vue des enfants, elles sont encore plus incompréhensibles. C'est-à-dire les adultes acceptent l'absurdité de la guerre, l'absurdité du mal, parce qu'ils sont résignés. Les enfants, ils ont un regard vierge sur le monde. Et donc, les enfants ne comprennent pas. Et raconter la guerre du point de vue des enfants signifie raconter l'absurdité de la guerre, l'absurdité de l'histoire avec le grand H. C'est ça. Quand j'ai décidé d'écrire ces romans, j'avais peur de le faire. J'avais peur, j'avais peur de ne pas être capable de l'écrire, de ne pas arriver à l'écrire, mais parce que c'était un peu difficile. La guerre des Balkans, la guerre en Bosnie a été très compliquée, et c'est une guerre aussi plutôt oublié, mais j'avais aussi peur parce que j'ai eu l'idée en 2019, après en 2020 il y a eu la pandémie et moi j'étais déjà très angoissée et j'avais peur d'écrire quelque chose qui pouvait être trop triste pour moi. Mais en effet, raconter des enfants qui grandissent malgré tout m'a donné pas de la joie, mais c'était très fort pour moi. C'est-à-dire que moi, je m'endormais en pensant à ces enfants et je pensais, voilà, ils peuvent grandir malgré tout. Et donc, il y a de l'espoir. Mais parce que la vie dans les enfants, dans les adolescents, pulse malgré tout. Et ces enfants grandissent et donc ils découvrent, ils découvrent l'amitié, ils découvrent la fraternité, mais aussi le désir quand ils sont des ados. Ce livre raconte un lien qui dure toute la vie, mais surtout il dure les 20 ans, les presque 20 ans du roman. Et ces liens, c'est un lien d'amitié, mais aussi quelque chose
plus grand de l'amitié. C'est quelque chose qui a une nouvelle famille. Ils se protègent les uns les autres. Ils se sauvent à tour de rôle. Mais aussi, ils se font involontairement du mal. Ils se trahissent. Ils se font de promesses qu'ils ne tiennent pas. Et je pense que c'est comme ça pour les rapports, pour les relations les plus importants de notre vie. Je pense que le rapport le plus compliqué que j'ai eu dans ma vie, et je pense dans votre vie aussi peut-être, c'est avec la mère. Et c'est le rapport peut-être le plus important de la vie. Donc les relations les plus importantes sont aussi très compliquées. Il y a des sentiments très forts, très contradictoires. Et c'est un rapport qu'ils n'ont pas choisi. C'est-à-dire, c'est la guerre qui a choisi pour eux, c'est la grande histoire qui a choisi pour eux. Mais en effet, ils ont continué à se choisir les uns les autres pour toute la vie. Et c'était ce lien si particulier qui m'intéressait, parce que c'est un lien tourmenté aussi, et c'est un lien où il n'y a pas d'adultes. Voilà, il y a les adultes et les bonnes sœurs qui accueillent les enfants, mais pas de parents au début. Et donc, ils doivent être frères, sœurs, mes parents aussi, et enfants aussi les uns des autres. Et c'est ça qui m'intéressait. Oui, il y a toute cette question de savoir comment on se construit et quel lien on tisse quand on n'a plus ses parents. Malgré tout, vous dites que les parents ne sont pas dans le texte. Moi, je crois quand même qu'il y a des adultes auxquels le livre revient toujours, qui sont certes pas les personnages principaux, mais des personnages secondaires auxquels toutes les pages nous ramènent. Et ce sont les mères. Ça s'entend d'ailleurs dans vos réponses depuis tout à l'heure. Vous nous avez dit que voilà, la relation la plus importante de votre vie, c'était peut-être celle avec votre mère, que le déchirement premier et que vous mettez en parallèle avec cet arrachement. Un pays, c'est l'arrachement du ventre de la mère. Et dans ce livre, toutes les figures de mères se déclinent à travers le livre, que ce soit d'ailleurs des mères réelles ou des mères d'adoption, des mères de substitution, les sœurs qui, dans un centre d'accueil, les bonnes sœurs qui vont accueillir les enfants, la mère adoptive qui va adopter certains d'entre eux. Et pour les mères réelles, ce sont pour certaines des prostituées, pour d'autres une grande journaliste. Donc c'est comme si vous balayiez aussi toutes les figures de mères. Pourquoi est-ce que ce sujet-là, celui de la maternité, était aussi crucial pour vous dans cette histoire précise autour du siège de Sarajevo? Voilà. Oui, je disais que ce livre a été écrit du point de vue des enfants, et donc toutes ces mères sont vues du point de vue des enfants. Donc elles sont des mères qu'on rappelle, elles sont dans les souvenirs des enfants, ou bien il y a des mères qu'on rencontrera après la fin de la guerre. Et il y a des mères très différentes. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants parce qu'elles ne peuvent pas s'occuper d'eux, parce qu'elles sont trop fragiles ou trop pauvres. Il y a des mères qui abandonnent leurs enfants parce qu'ils les refusent, ils les rejettent. Et il y a des mères qui se séparent de leurs enfants pour les sauver, donc pour leur bien. Mais Danilo, par exemple, il n'est pas un orphelin. Il a une famille, il a 2 parents, une famille bourgeoise aussi, une petite sœur, mais il est le seul qui part, qui laisse Sarajevo, qui arrive en Italie, et il sait que sa famille l'a fait partir pour son bien, mais il pensera aussi que sa mère a pu se séparer de lui, mais pas de sa sœur, de sa petite sœur. Et donc, il y a des mères qui se séparent des enfants. Et peut-être j'ai parlé de mère parce que la séparation, la première séparation, c'est du corps de la mère. Et donc, je voulais parler de ça, de cette contradiction de la séparation pour être né, pour être vivant. Voilà, on est déjà vivant dans le ventre de notre mère, mais on n'est pas dans la terre, sur la terre. Et voilà, notre mère, elle est une personne avec nous qui sont dedans. Et après, nous sortons et elle est encore la même personne. Voilà, c'est quelque chose de très mystérieux pour moi, la maternité, le corps de la mère. Et
et surtout, je voulais un peu parler de la maternité parce qu'en Italie, il y a beaucoup de stéréotypes sur la maternité. Il y a toujours une rhétorique de la maternité. Je racontais hier aussi à la Sorbonne que pendant une présentation de ce roman, une présentation comme aujourd'hui, une dame plutôt âgée, elle m'a dit, voilà madame, je dois vous le dire, le livre j'ai beaucoup aimé votre livre, mais il n'y a pas de mère normale dans ce livre. Et moi j'ai ri aussi, mais après j'ai demandé, mais qu'est-ce que c'est que mère normale? Qu'est-ce que c'est que mère normale? Marguerite Duras, qui est mon écrivaine de la vie et du cœur, elle disait que tous les enfants pensent « ma mère, elle est folle ». Tous les enfants. Et moi, je l'ai pensé. Je ne sais pas si vous l'avez pensé. Peut-être ma mère était folle. Vraiment, je ne sais pas. Elle n'est pas là, donc elle ne peut pas m'écouter. Mais voilà, c'était très important de m'interroger sur ces sujets, peut-être parce que moi, je me suis beaucoup interrogée sur la possibilité de la maternité pour moi, pour, je ne sais pas, 10 ans, au moins 10 ans, 15 ans, je me suis demandé, mais est-ce que je peux devenir une mère? Puis-je avoir 2 enfants? Et voilà, je n'ai pas fait 2 enfants, donc le temps c'est fini maintenant. Donc c'est l'âge qui va décider pour moi. Mais j'ai toujours pensé que je ne pouvais pas le faire parce que la maternité, c'est une grande contradiction. C'est-à-dire que quand je fais naître une personne, cette personne est mortelle. Elle doit mourir. Tout le monde doit mourir. Et donc, je donne la vie, mais en donnant la vie, je donne aussi la possibilité de la mort. Et c'est pourquoi Marguerite Duras disait que la maternité était un crime. Elle exagérait toujours, Marguerite Duras, vous savez. Mais elle disait, voilà, il y a l'enfant dans le ventre, il est bien, et après il arrive dans la vie et la première sensation qu'il ressent, c'est la douleur dans la poitrine. Il pleure, il crie, l'enfant, mais elle n'a pas décidé de ne pas avoir des enfants. Donc voilà, elle était consciente de cette contradiction et aussi de cet instinct peut-être. Mais voilà, je pense aussi que la vie, c'est une contradiction parce que les êtres humains sont projetés pour vouloir survivre, mais ils sont projetés aussi pour mourir. Et je pense que le mal naît de cette contradiction, du fait que les gens essayent de survivre n'importe comment. Et voilà qu'on peut tuer quelqu'un parce qu'on peut mourir, on peut faire du mal parce qu'on peut éprouver la douleur. Voilà. Donc la maternité, c'est une façon de raconter la contradiction de l'existence en général, je pense. Une autre contradiction qui traverse le livre étant que on ne choisit pas de naître, c'est-à-dire que, oui, voilà, oui, c'est un inconvénient, comme le disait Émile Cioran. Oui. Oui, on met au monde quelqu'un, on le met dans un monde d'ailleurs qui n'est pas toujours très riant, et l'enfant ne choisit pas. Parmi les mères, justement, toutes ces mères du livre, il y en a une qui est journaliste, plusieurs qui sont journalistes, la mère de Danilo, dont vous parliez tout à l'heure, mais aussi la mère d'Isette. Et c'est une femme qui est très courageuse, qui va essayer à tout prix donc, de couvrir ce conflit à Sarajevo, et ensuite de retrouver aussi ces enfants qui ont été envoyés en Italie et coupés de leur famille pour certains. Elle va vraiment toute sa vie mener une enquête sur ces enfants-là. Mais à d'autres endroits du livre, il y a plusieurs figures de journalistes dans ce roman. Vous évoquez aussi le voyeurisme de certains journalistes, notamment quand les enfants réfugiés arrivent en Italie et qu'on leur saute dessus, voilà, comme des animaux de laboratoire pour faire les titres de la presse. Et c'est comme si, à travers ces personnages, vous vous interrogiez aussi sur la place de cette profession-là de journaliste que vous exercez en partie, et sur le rôle aussi des médias dans un conflit.
Oui, moi je suis une journaliste culturelle, c'est-à-dire je parle que de livres, de romans, et voilà, ou peut-être j'ai une rubrique où j'écris de ce que je veux, c'est-à-dire, je pars jamais ou presque jamais de la chronique. Voilà, c'était la chronique là. Mais je n'ai pas une mauvaise opinion à propos des journalistes. Je pense seulement que quand les enfants de Sarajevo arrivent en Italie, les médias doivent être là et les accueillir. Je dois le répéter, c'est le point de vue des enfants. C'est pas un point de vue comment on peut dire, neutral. Ça existe, oui. C'est le point de vue des enfants qui arrivent dans un pays étranger, ils connaissent rien. La plupart d'eux vivaient dans un orphelinat, donc ils n'ont rien vu. Et il arrive, et ces personnes les accueillent, mais ils sont très curieux d'eux aussi. Pendant le voyage, il y avait des journalistes qui leur posaient des questions sur la vie sous les bombes, et pour les faire parler, leur donner des bonbons. Mais je veux dire, c'est pas une critique du journalisme. C'est ça, la communication, c'est ça. Pour moi, c'est très intéressant, mais je ne peux pas le dire parce que c'est spoiler, donc je ne peux pas le dire. Voilà. Excusez-moi. Oui, mais je me disais aussi que la couverture médiatique, ça nous rappelle ce par quoi nous, les conflits nous arrivent aujourd'hui. Et on pense évidemment, en lisant votre livre, au conflit actuel en Ukraine. Et notre lecture de ce conflit nous arrive par les médias et par la couverture qu'en font les de médias. Ce conflit-là, de la Bosnie. Oui, mais par exemple, moi, j'ai lu David Riffe, le journaliste David Riffe, qui disait, qui était à Sarajevo, il a vu la tragédie, l'horreur à Sarajevo, et il a dit peut-être que si pendant la Deuxième Guerre mondiale, pendant le régime nazi, il y avait eu la télévision et on avait vu les images de la guerre, peut-être que rien ne se serait passé quand même. Et c'est terrible de le dire. C'est-à-dire que cette guerre, on a pu la voir, mais on n'a presque rien fait. Parce que l'Union européenne était très jeune et on ne pouvait pas penser d'avoir une guerre au cœur de l'Europe après 50 ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Voilà, cette guerre n'a pas été comprise au début. C'est-à-dire qu'on a pensé c'est une guerre civile, mais c'était une guerre d'agression, une guerre d'invasion, le même que Poutine et l'Ukraine, la Russie et l'Ukraine. Et aussi, les Bosniens ont pensé d'être abandonnés par l'Europe. Et peut-être, quelqu'un a dit, peut-être on n'a pas pensé, la Bosnie est un pays européen. Peut-être on ne voulait pas avoir un pays musulman au cœur de l'Europe. Peut-être, ça c'est Clinton qui a dit ça, et peut-être il n'y a pas, c'est pas un pays intéressant, la Bosnie, il n'y a pas de pétrole par exemple, voilà, donc on n'a presque rien fait. Et même si on voyait des images qui étaient terribles. Et cette guerre est devenue très médiatique aussi parce que tous les mondes, je pense que tous les mondes se rappellent de la chanson de Bono Vox et Brian Eno et Luciano Pavarotti, Miss Sarajevo, quand
à la fin de la guerre des Balkans, l'OTAN a bombardé la Serbie. En Italie, 3 chanteurs très célèbres, je pense qu'ils ne sont pas célèbres en France, donc je ne les cite pas, mais ils ont fait une chanson contre la guerre. Ça a été une guerre très médiatique. Et je pense que ça a été peut-être pour ma génération, en Italie, la première guerre médiatique. Et peut-être c'est la guerre de ma génération. Surtout parce que l'Italie était vraiment très, très proche de la Bosnie. C'était de l'autre côté de la mer Adriatique. Et je pense que, c'est pas moi qui le pense, mais quelqu'un, un écrivain italien qui s'appelle Andrea Baian, a écrit sur mon livre, il a écrit une critique où il a dit, Rosella Postorino écrit ce roman 30 ans après la guerre des Balkans, exactement comme Elsa Morante, une des plus importantes écrivaines italiennes, a écrit l'histoire, le roman L'Histoire, 30 ans après la Seconde Guerre mondiale. Et Agatha Christophe a écrit la trilogie de la ville de Caen, 30 ans après la Révolution hongroise. Donc, 30 ans peut-être, c'est la mesure. C'est la période qui doit, la distance, juste pour transformer la chronique en littérature. Voilà, c'est ça peut-être. Et je pense que ça c'est vrai. Et parce que il faut mettre une distance avec les événements pour les transformer en quelque chose qui est narration et qui peut devenir universel. Moi, je pense que cette histoire est une histoire universelle, même si cette histoire raconte des enfants qui échappent de la guerre de Bosnie. C'est une histoire universelle et c'est un roman aussi. Vous nous avez dit tout à l'heure que vous avez rencontré des enfants et des familles qui ont vécu cette histoire. Vous les avez interviewés. Il y a probablement des dialogues qui reprennent des témoignages. Vous allez nous dire... Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Non, parce que le travail que j'ai fait, c'est de parler beaucoup avec les personnes, d'étudier beaucoup, et après laisser, quitter, abandonner, parce que je dois attendre que toutes ces informations travaillent. Oui, c'est ça. Et elles doivent se transformer dans mon inconscient. Et je pense que les romans arrivent de l'inconscient, c'est-à-dire c'est quelque chose qui arrive de l'inconnu, du mystère, de quelque chose qui est secret et secrète et qu'on ne peut pas prévoir. Et donc je pense que tout ce que j'ai étudié, tout ce que j'ai écouté à travailler dans mon esprit, dans mes pensées, et c'est uni à ma personnelle vie. C'est-à-dire que quand j'écris des enfants déracinés, j'écris des enfants de Sarajevo, mais moi j'écris aussi de moi, de mon expérience de déracinée du sud de l'Italie jusqu'au nord de l'Italie par exemple. Mais ça je ne le décide pas, ça arrive. Tandis que je suis en train d'écrire. Et c'est ça la magie de l'écriture pour moi, d'arriver à voir quelque chose que je n'avais pas pensé et qui existe au moment où je fais le geste d'écrire. J'ai la foi en l'écriture. C'est-à-dire je crois en rien, je ne suis pas croyante, mais j'ai foi dans le fait que quelque chose arrivera, parce que quelque chose de mystérieux sortira de l'inconscient qui s'est nourri
d'études, d'informations, de relations, mais aussi de l'expérience de ma vie, mais aussi de tout ce que j'ai lu, de tout ce que j'ai vu au cinéma, de tous les peintres que j'ai aimés, et c'est ça. Et de tous les dialogues de ma vie, peut-être, pas seulement des dialogues avec les enfants, les adultes aujourd'hui, qui étaient les enfants à l'orphelinat de Sarajevo. Oui, ça donne en tout cas un roman très équilibré, je crois, entre sa part documentaire, authentique. Enfin, les scènes sont parfaitement réalistes et tout à fait probables, et en même temps cet aspect romanesque avec les renversements de situation aussi, et ces personnages qui se perdent, qui se retrouvent et qu'on suit sur une vingtaine d'années. Vous nous avez beaucoup parlé de la distance nécessaire, ces 30 années de distance, et du point de vue aussi adopté dans ce livre, ce qu'il rentre de votre propre histoire dans ce livre. Et je voulais vous interroger un petit peu là-dessus, sur le point de vue, parce que il se trouve que La goûteuse d'Hitler, c'était un livre écrit à la première personne. Je crois que l'une de vos questions au départ, c'était de savoir qu'est-ce que vous auriez fait à la place d'une goûteuse d'Hitler, puisque vous vous basez sur un personnage qui a réellement existé, dont vous faites un personnage de fiction, mais qui a réellement existé. Et donc, c'est écrit à la première personne. Ici, en revanche, dans « Et moi, je me contentais de t'aimer », c'est écrit à la troisième personne, et vous avez adopté un point de vue omniscient. On suit à chaque fois un enfant, puis un autre, et comme ça, toute une galerie de personnages. Et je ne dirais pas omniscient parce que c'est dans le point de vue de chaque personnage. C'est-à-dire, si j'avais adopté une narration omnisciente, j'avais pu raconter la guerre même si les enfants étaient en Italie. Et moi, je n'ai pas fait, parce que je suis vraiment obsédée du point de vue. Donc, le narrateur omniscient peut tout raconter. Moi, j'ai raconté seulement ce que les enfants peuvent voir, peuvent connaître, peuvent ressentir. Et c'est pourquoi j'ai dû décider de mettre des textes en italique dans mon roman. Parce que les enfants quittent Sarajevo 3 mois après le début de la guerre. Et donc, ils sont en Italie, et la guerre, ils la voient à la télé, comme les Italiens. Et donc, je ne pouvais pas raconter la guerre, parce que les enfants ne voyaient pas la guerre. Et moi, je vais décider d'être toujours avec les enfants, dans la peau des enfants, dans l'esprit et dans le corps des enfants. Et c'est pourquoi moi, je voulais raconter cette guerre, parce que cette guerre a été atroce, parce que cette guerre a été oubliée. Et je pense que cette guerre a été oubliée parce que l'Europe s'est sentie coupable envers cette guerre. Et je voulais surtout la raconter parce que les parents, les frères, les sœurs des enfants qui étaient au repère en Italie, leurs parents, leurs enfants, leurs proches étaient dans cette guerre, vivaient cette guerre. Et donc, c'était important pour moi de faire connaître aux lecteurs ce que les proches étaient en train de vivre, parce que quand il y a 2 personnages, par exemple Danilo, qui retrouve sa mère et sa sœur après la fin de la guerre, c'était important de faire voir ce que Danilo avait vécu, qui est très différent de ce que la mère et la sœur de Danilo avaient vécu. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'utiliser des textes en italique. Ils sont en italique parce que l'italique indique une différence. Ils sont hors de l'histoire. Et la première fois que le lecteur rencontre ces morceaux, ce texte en italique, il ne comprend pas à qui appartient la voix. Qui parle, et enfin il comprendra la relation entre la voix des textes en italique et les personnages du roman. Mais au début, il est un peu étourdi, je pense, en lisant. Et ces textes en italique, ils sont très différents du point de vue stylistique.
Et oui, très linguistique. Ils sont très différents de la langue de l'histoire. Et tout ce qui est raconté dans les textes en italique, c'est vraiment passé. C'est terrible, très cruel, mais vrai. Et j'ai trouvé chaque fois une façon différente de le raconter, c'est-à-dire une formule stylistique et linguistique différente. Il y a, par exemple, la fable noire, la fable de l'horreur. Il y a la chronique de football, il y a les morceaux plus lyriques. Et voilà, c'était la façon de raconter la guerre, même si on ne pouvait pas le faire parce que la narration n'était pas une narration omnisciente. Et les textes ne sont pas racontés par un narrateur omniscient, mais d'une voix précise qu'on va découvrir en lisant le roman. Mais oui, dans La goûteuse d'Hitler, ce qui m'intéressait, j'ai écrit ce roman en première personne parce que c'était la chose la plus difficile et aussi la plus dangereuse peut-être. Parce que moi, je devais devenir Rosa, et Rosa travaillait pour Hitler. Rosa sauvait la vie à Hitler tous les jours. Et donc, je devais devenir comme elle. Je devais devenir une personne qui avait fait du bien à Hitler, que c'était le mal du dernier siècle. Et c'était la chose la plus dangereuse. C'est pourquoi j'ai décidé de le faire. Parce que j'ai dû ressentir ce qu'elle a ressenti. Donc, c'est sa peur, sa faim, son désir, ses raisons aussi de faire ce qu'elle a fait. Et dans ce cas, je voulais raconter l'histoire de beaucoup de personnes. C'est un roman, on peut dire peut-être polyphonique, c'est-à-dire il y a le point de vue des enfants, surtout le point de vue de 3 enfants, Omar, Nada, Danilo, mais après aussi le point de vue de Senadine, qui est le frère d'Omar, et Ivo, le frère de Nada. Mais le point de vue, c'est des enfants. Les adultes sont toujours racontés par les enfants. C'était ça aussi qui m'intéressait, parce que quand on choisit un point de vue, ça signifie que ce point de vue n'est pas sûrement vrai. C'est la perspective de ces personnages-là. Ce n'est pas la vérité. C'est la vérité de ce personnage. Un autre personnage peut avoir une autre vérité. Et donc, peut-être, si l'histoire avait été racontée du point de vue des parents, elle aurait été différente. Mais c'est du point de vue des enfants, et ces enfants sont très particuliers parce qu'ils sont seuls. Ils sont sans leurs proches et ils doivent grandir sans la protection des adultes qui les ont fait naître. Oui, effectivement, le point de vue a toujours un sens très fort dans vos livres, aussi bien choisir le jeu pour évoquer ce paradoxe entre l'innocente et la coupable dans La goûteuse d'Hitler. Et ici, cette multiplicité des points de vue dont je me disais qu'elle rend aussi ce côté morcelé et divisé de la Yougoslavie elle-même, où vous avez des personnages qui sont musulmans, des personnages qui sont orthodoxes, voilà, des langues aussi différentes, des alphabets différents, des cultures différentes, et puis le passage d'un pays à un autre avec ces enfants qui arrivent en Italie. Pour vous en dire juste un tout petit peu plus sur ces chapitres en italique, ils arrivent à intervalles réguliers dans le texte, et ils sont effectivement typographiquement différents, puisque l'italique apparaît, ce sont aussi des chapitres plus courts, et le ton est très différent, peut-être plus proche du conte, de la poésie parfois, ou de la chronique de football, avec cette scène terrible où des soldats croates jouent avec pour ballon la tête décapitée d'un soldat serbe.
C'est évidemment terrible. Et d'autres pages beaucoup plus lyriques, vous nous l'avez dit aussi. Et je m'arrête là-dessus parce que la poésie, elle est évidemment très, très importante dans ce texte, dans votre écriture. Elle occupe une place dès le titre. Et moi, je me contentais de t'aimer, qui est une phrase que vous empruntez à un vers du poète bosnien qui s'appelle Izzet Zaralik. J'espère que je le prononce bien. Mais par ailleurs, vous citez bien d'autres poètes dans ce texte, que ce soit Cortázar, Camilo Sbararo, Giovanni Pascoli. Il y a plusieurs endroits où vous citez des vers. Ungaretti aussi. Ungaretti, voilà, toutes les références sont à la fin. Qu'est-ce que la poésie peut, face à l'horreur de la guerre et dans le récit aussi d'une guerre, comme vous l'avez entrepris ici? Mais je ne sais pas si la poésie peut faire quelque chose face à la guerre, si la littérature peut faire quelque chose. C'est-à-dire, je pense que la littérature peut aider les êtres humains à se ressentir encore humains. Quand j'ai commencé à lire la littérature, et donc les romans, la poésie, je me suis sentie moins seule et je pensais peut-être que je ne suis pas trop étrange. Les autres, ils sont étranges aussi et ils ressentent ce que je ressens et je ne suis pas seule, c'est ça. Et je suis humaine, j'appartiens à l'humanité. C'est ça le miracle de la littérature pour moi, parce que la littérature peut raconter les différences. On peut lire la littérature aussi pour comprendre ce qu'on ne pourrait jamais vivre. Moi, j'écris pour vivre des vies que je ne vivrai jamais dans la réalité. Je suis devenue Rosa, la goûteuse Hitler. J'ai pensé comme une goûteuse Hitler. Et j'ai pensé que des enfants réfugiés. Donc, elle peut nous faire connaître les différences, mais surtout, elle nous fait connaître l'universalité d'être des êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a l'unité dans la littérature, parce que les sentiments des êtres humains se rassemblent aux différentes époques, aux différents pays, cultures. Les sentiments se rassemblent. Et donc, je pense que la poésie fait ça, nous fait comprendre l'unité des êtres humains, et aussi la littérature en général trouve les mots pour dire même ce qu'on ne peut pas dire. La vie, c'est les chaos, l'existence, c'est les chaos, il n'y a pas d'ordre dans l'existence, mais quand on écrit, on établit un ordre. Et c'est un ordre littéraire, c'est pas vrai, mais pour qui écrit, ça devient vrai. Et pour qui lit aussi. Et donc, c'est une façon de donner un sens à ce qui n'a pas de sens, c'est-à-dire l'existence n'a pas de sens. Et moi, j'ai donné le titre à ce roman, et moi, je me contentais de t'aimer, et vient d'un poème. C'est un vers de Izzet Serraj, vous l'avez dit. Et Izzet Serraj est un poète bosnien qui a vécu à Sarajevo, qui est resté à Sarajevo pendant le siège. Et quand j'ai lu ces vers, moi, j'ai été très touchée. Les vers disaient « Que faisais-je tandis que l'histoire avançait? Moi, je me contentais de t'aimer. » Et moi, j'ai aimé parce que je pense que quand la tragédie collective arrive dans la vie des êtres humains, la tragédie collective, aujourd'hui, c'est les prisons, mais demain, ça deviendra les pages des livres d'histoire. Voilà, les personnes communes font l'histoire, mais ne deviennent presque jamais protagonistes de l'histoire. Les personnes ordinaires subissent l'histoire. L'histoire, c'est le scandale qui trahit leur vie, qui écrase leur vie.
c'est un scandale. Ces mots viennent de cette écrivaine, Elsa Morante, qui a écrit ce roman, l'histoire que je viens de citer. Et voilà, donc ce que les personnes communes peuvent faire quand la grande histoire arrive dans leur vie et les prise, c'est d'aimer. C'est de chercher d'aimer et d'être aimé, c'est-à-dire c'est de s'agripper aux relations que le destin leur a permis d'avoir. C'est ça. Et donc, je pense que l'amour, c'est pas quelque chose dont on se contente. C'est un peu un paradoxe, c'est-à-dire l'amour, c'est quelque chose qui défie la mort. Donc, c'est le contraire des limites. Oui, c'est la façon dont les êtres humains défient la mort. Et donc voilà, je voulais donner ce titre à mon roman parce que je pense que Nada, Omar, Danilo et tous les autres personnages de ce roman font ça. Ils continuent à aimer malgré tout, ils essayent d'être aimés, ils ont besoin d'être aimés comme tous les mots. Et donc ce roman racontait avec ce titre la connexion, la relation entre la grande histoire et la vie intime des personnes. Ce qui m'intéresse, c'est comment la grande histoire influence, conditionne, change, modifie la vie intime, personnelle des êtres humains. Je pense qu'elle peut changer aussi le cours de nos sentiments. Je reviens un tout petit peu en arrière pour vous citer l'exergue, l'une des exergues que vous avez placées en tête de ce livre. Vous nous avez parlé du pouvoir de la littérature pour vous, de peut-être de réussir à organiser un peu le chaos du monde, en tout cas y faire face. Et je crois que cette citation que vous avez placée au tout début du livre, il fait écho. C'est une citation que vous empruntez à Slavenka Drakulic. Vous écrivez... Elle écrit plutôt, comme il est possible de tuer, il est également possible d'écrire. Voilà, écrire comme une alternative au pire. Vous nous avez beaucoup parlé à l'instant de l'amour aussi, et de ce sentiment aussi comme, là encore, un moyen de survivre. Moi, je me disais que... il y avait un autre sentiment très présent dans ce livre. Je crois que La goûteuse d'Hitler, c'est un livre dans lequel vous vous interrogiez beaucoup sur la culpabilité, ce que c'est que d'être coupable ou non coupable, coupable malgré soi, comme cette goûteuse. Et ici, ce que la guerre fait à vos personnages, c'est la honte, c'est leur provoquer de la honte. C'est vraiment un sentiment qui revient. Moi, j'ai eu le sentiment de page en page, aussi bien dans le viol, ces femmes qui sont humiliées par le viol dans la guerre, violées par l'oppresseur, ces pères qui sont humiliés devant leurs enfants par les soldats. Il y a des scènes très fortes à ce sujet. Ces enfants qui ont honte de pleurer les uns devant les autres ou devant un enfant qui, lui, arrive à ne pas pleurer. Pourquoi est-ce que c'est ce sentiment-là qui l'emportait dans ce livre et dans cette guerre pour vous ? C'est une très belle question. C'est la première fois qu'on me pose cette question. Et alors, je pense que ça arrive de cette phrase que vous avez lue, que vous venez de lire, de Slavenka Drakulic. Parce que quand j'ai lu cette phrase, j'ai pleuré. Moi, ça m'a beaucoup émue parce que moi, je suis née dans le sud de l'Italie, dans une ville qui s'appelle Reggio Calabria, c'est dans l'extrême sud de l'Italie. Et quand j'étais un enfant, dans les années 80, en Calabre, il y avait la deuxième guerre de mafia, la deuxième guerre d'Ndrangheta. Et donc, je savais qu'il était possible de tuer. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de bombes, mais il y avait toujours des personnes qui étaient tuées. Il y avait toujours des personnes qui étaient mortes par la rue, et les enfants allaient à l'école ou allaient acheter le sandwich au jambon pour manger à 10 heures. Et ils voyaient la police, ils voyaient les morts par la rue. Et donc moi, je pense que personne ne l'appelle
guerre, c'est-à-dire seulement les essais, les personnes qui étudient la mafia, ou Roberto Saviano par exemple, l'appellent guerre. Mais personne ne pense en Italie, je veux dire, en Italie pense à cette période comme des guerres. Mais ça a été une guerre, c'est-à-dire que la deuxième guerre de mafia à Reggio Calabria a fait presque 1000 morts. Et donc, je pense que quand j'étais un enfant, je savais qu'il était possible de tuer et d'être tué. Et j'ai eu honte de mon origine. Parce que moi, j'ai grandi au nord de l'Italie et je devais toujours justifier ma terre. Je devais toujours trouver les choses belles de ma terre, parce que ma terre, c'était que la mafia. Alors, je pense que je comprends le sentiment de la honte, parce que je viens d'une terre coupable, d'une terre atroce, d'une terre où il y a eu une guerre. Et après, je me suis sentie étrangère dans mon pays, comme ces enfants. Je suis déracinée. J'ai dû, je l'ai dit hier aussi, quand je suis arrivée au nord de l'Italie, à Ligurie, la ville près de Nice, près de la France, mes copains à l'école m'ont demandé, mais vous, en Calabre, vous aviez la télé? Et moi, je dis oui, on avait 3, 4 télés peut-être, parce qu'on voyait beaucoup de télé quand on était des enfants. Et aujourd'hui, je ne regarde pas la télé. Donc, je ne pourrais pas répondre oui à ces copains. Mais, donc, je pense que j'ai prouvé la honte. Et je pense que j'aime beaucoup Marguerite Duras aussi, parce qu'elle a écrit de la honte. Dans La vie matérielle, elle dit « La honte recouvre toute ma vie ». Et je pense que sa honte arrivait du fait qu'elle était française, mais elle était aussi étrangère, parce qu'elle était née à Jardin, près de Saigon, que sa mère était folle, elle était pauvre, qu'elle avait essayé de cultiver une terre, mais elle avait été trompée. Et elle avait pensé de construire un barrage contre le Pacifique. Et le barrage a été détruit par la mer. Et donc, la honte de la misère, la honte d'être des Blancs qui sont pauvres aux colonies, la honte d'être une jeune fille qui utilise sa beauté pour se faire donner de l'argent par les hommes. C'est presque une forme de prostitution. La honte de faire, peut-être aussi la honte de faire l'écrivaine, même si on n'est pas destiné à le faire, parce que elle n'était pas née dans une famille d'intellectuels, et moi non plus. Et donc je pense que voilà, le sentiment de la honte, c'est un sentiment très important. Peut-être on commence à écrire parce qu'on ressent la honte, et peut-être j'ai pu raconter la honte, le sens d'humiliation de ces enfants, parce que je l'ai éprouvé. Mais je ne l'avais pas compris jusqu'à aujourd'hui. Donc, je veux remercier pour cette question. Merci. Vous parlez de déracinement, de votre propre déracinement. C'est un mot très fort, et de déracinement, il y a évidemment question dans ce texte. Et aussi de l'impossible retour. Vous nous avez dit tout à l'heure, maintenant, moi, je me sens étrangère en Calabre. Et effectivement, il y a
puisque ces enfants vont grandir, vous nous les amenez jusqu'à 30-35 ans, il y a cet impossible retour. Quand Danilo retourne à Sarajevo, il est considéré comme un privilégié, c'est les vacances de la diaspora qui revient, voilà, alors que le conflit est passé et qui vient un peu, voilà, en voyeur danser sur les ruines. Et puis il y a aussi ce personnage d'Omar qui a perdu sa langue. C'est absolument terrible. Il retrouve des personnages qu'il a connus, mais il a perdu le serbo-croate parce qu'il a été assimilé à l'italien, et donc il ne peut plus parler sa propre langue. Et je crois que ça fait partie des pages les plus terribles de ce livre. Et que vous ont dit les témoins que vous avez rencontrés à ce sujet-là, ce sujet de la langue, qui, au-delà de cette perte du serbo-croate, la question de la langue revient à divers endroits du livre, dans des pages aussi beaucoup plus joyeuses et lumineuses, quand vos personnages apprennent l'italien avec toutes ces confusions ou ces assimilations de sonorités. Je pense au fait qu'ils se disent profunghi, funghi, parce que ça se dit profunghi, donc c'est les réfugiés, et funghi, c'est les champignons, donc ils se disent les réfugiés champignons. Voilà, toutes ces associations d'idées. Qu'est-ce que vos témoins vous ont dit sur cette question-là précise de la langue et du transfuge de langue? Oui, ça m'a été raconté, profughi, funghi. Ça, c'est vrai. Et moi, je parlais surtout avec des personnes qui n'ont pas oublié la langue maternelle. Mais j'ai rencontré aussi une personne qui l'avait oubliée. Et pour moi, c'était intéressant d'avoir Omar qui perd sa langue, parce que Omar ne veut pas partir en Italie parce que Omar a perdu sa mère, c'est-à-dire que quand on les rencontre au début du livre, il est en train de se promener avec sa mère près de l'orphelinat, et une bombe le sépare de sa mère. Il se sauve et il ne sait pas si sa mère s'est sauvée. Et il ne veut pas partir parce qu'il ne peut pas laisser sa mère, il ne peut pas partir sans savoir si sa mère est vivante ou si elle est morte. Et quand il arrive en Italie, il ne veut pas parler avec personne, il ne peut pas parler parce qu'il ne connaît pas l'italien, personne ne le comprend parce que les bonnes sœurs ne comprennent pas le serbo-croate. Il lui parle en italien et il monte sur un arbre parce qu'il veut rester toute seule, il veut regarder les ciels, il veut penser à sa mère, et il n'arrivera jamais à s'intégrer en Italie. Il voudrait retourner en Bosnie après la guerre. Il ne comprend pas pourquoi il ne peut pas le faire. Pourquoi il doit rester en Italie si la guerre est finie. Et moi, j'ai parlé avec la personne qui s'est occupée des petits réfugiés. C'était dans le tribunal des mineurs de Milan. Et moi, je lui ai demandé, mais pourquoi les enfants ont dû rester en Italie? Parce qu'il y a les parents en Bosnie ont continué à chercher ces enfants, et c'est terrible à penser. Et il m'a dit, mais je ne pouvais pas faire revenir ces enfants à l'orphelinat. L'orphelinat était détruit, la ville était détruite, c'était l'hiver, il était froid, et je n'ai pas retrouvé les enfants, les parents de tous ces enfants. Et ces enfants avaient connu la famille de placement, ils avaient connu une famille pour la première fois dans leur vie, et je ne pouvais pas les séparer encore une fois. Mais j'ai rencontré des hommes qui m'ont dit, moi je ne voulais pas être avec cette famille de placement, je voulais revenir à Sarajevo et chercher ma mère. Et donc voilà, Omar, c'est une de ces personnes. Il ne peut pas aimer sa mère, il peut pas aimer sa mère de placement parce que s'il l'aime, il trahit sa mère biologique. Et je dis toujours qu'il est un extrémiste des sentiments. Et Omar, qui est le plus lié à la Bosnie, c'est l'enfant qui perd. L'enfant qui, quand il est un homme, quand il est un adulte,
se rend compte qu'il a perdu sa langue maternelle. Et le moment où il comprend de l'avoir perdue, c'est les moments où il aurait besoin de la parler. Et c'est ça qui est terrible. Donc la langue, c'est très importante pour l'intégration, mais c'est aussi, c'est Nadar qui le dit dans le roman, une forme de soumission. Et moi, je l'ai ressenti aussi, parce que quand je suis arrivée au nord de l'Italie, je parlais avec un accent très différent. Et mes copains riaient quand je parlais, je ne savais pas pourquoi. Et quand j'ai compris que c'était ma façon de parler, j'ai commencé à faire les mêmes fautes de grammaire qu'ils faisaient, même si je savais que c'était des fautes, mais c'était une façon d'être comme eux. Et voilà, je pense que ça, c'était une forme de soumission, mais c'était aussi une forme d'intégration. C'est subtil, la frontière, comme on dit, entre les deux choses. Moi, par exemple, j'utilisais beaucoup ces mots qui étaient terroni, qui est la façon d'appeler les personnes du Sud, mais c'est un peu méprisant, on dit comme ça. Cutéreux, peut-être, si on devait traduire. Cutéreux, je pense, je ne sais pas, ça vient de la terre, terroni, de la terre. Il y a une personne qui fait comme ça, peut-être, oui. Mais moi, j'utilisais toujours ces mots qui étaient contre moi, mais j'ai l'utilisé pour plaisanter, pour rigoler, mais quand je suis allée à l'université, après, voilà, je suis née en Calabre, j'ai grandi en Ligurie et j'ai étudié à Sienne, près de Florence, et j'ai rencontré beaucoup d'étudiants du sud de l'Italie et ils m'ont demandé, mais pourquoi tu dis toujours terroni? Mais pourquoi? Et je disais, mais je rigole. Et j'ai compris que je l'avais fait parce que je pensais je peux changer le mécanisme de l'intérieur, mais ce n'était pas ça. C'était une forme de soumission que j'acceptais de faire pour ne pas me sentir exclue. C'était ça. Et donc, je pense que la langue est très importante dans les romans parce que la langue peut être une forme d'exclusion, et peut être une forme de soumission, et peut être une forme d'émancipation, et peut être une forme de pouvoir aussi. Et après, je suis une écrivaine, donc je crois je crois aux mots et je crois au pouvoir de la langue. Une forme d'émancipation, une forme de partage. Quand on voit comme vous parlez si bien le français ce soir, je vous remercie infiniment pour vos réponses et d'avoir fait l'effort de nous parler en français. J'aurais évidemment encore plein d'autres questions, tellement ce livre est riche, mais on a un peu épuisé le temps qui nous était imparti. Je vous remercie vraiment pour vos réponses et vous tous pour votre écoute. Vous pouvez évidemment acquérir le livre et peut-être une signature si vous en avez envie. Merci encore, Rosella. Merci à vous, merci.